Nous vous parlons donc aujourd'hui de ce sommet qui s'est ouvert ce matin à Bruxelles. Nouveau rendez-vous, je le disais, pour aborder les guerres qui percutent le continent européen. L'Ukraine d'abord, à qui il faut prêter main forte de nouveau en débloquant une nouvelle tranche d'aide. Le Moyen-Orient ensuite, où après 20 jours de conflit, la situation sur le terrain se durcit. La nuit dernière, la guerre s'est étendue au site de production d'hydrocarbures. Le plus grand complexe gazier au monde, situé au Qatar, a essuyé d'importants dégâts visés par des tirs iraniens. Et depuis, les prix du gaz notamment s'envolent. Il faut parer à cela. Et puis vient s'ajouter également la situation au Liban où une crise humanitaire menace le million de déplacés provoqués par le conflit. Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie française, arrive dans moins d'une heure à Beyrouth où il va réitérer le soutien des Français aux Libanais. Bonjour Nicolas Tenzer. Bonjour Elisabeth. Vous êtes politologue, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions stratégiques et internationales, auteur notamment de Fin de la politique des grandes puissances. On s'ennuie rarement lors des sommets européens. Celui qui s'annonce a l'air quand même particulièrement corsé, non ? Il est difficile parce qu'évidemment, il est à la conjonction de deux guerres. D'abord, la guerre qui est vraiment décisive pour les Européens, il faut quand même le rappeler, qui est la guerre russe contre l'Ukraine, parce que c'est celle qui nous menace tous et dont l'issue va déterminer le sort des Européens et des générations qui viennent pour les décennies à venir. Donc c'est quand même celle-là qui est première. Et puis il y a quand même cette autre guerre, évidemment, avec des conséquences. Conséquences, vous l'avez évoqué, évidemment, l'envolée des prix de l'énergie et notamment du gaz, mais aussi l'augmentation du coût du pétrole, qui est une sorte de bénédiction. Il faut aussi le rappeler pour Poutine, parce que chaque fois que le prix du brut augmente, chaque fois c'est plus d'argent pour la Russie pour financer sa guerre contre l'Ukraine. On aime faire les liens ici d'un conflit à l'autre. Il y a souvent des intérêts pour les uns et pour les autres. La question des hydrocarbures qui est quand même la grande invitée surprise de ce sommet européen. On va commencer par là. Nous, on va revenir évidemment sur ces frappes, ces nouvelles frappes qui ont eu lieu hier soir, cette nuit, en représailles aux frappes israéliennes après la mort notamment d'Ali Larijani à Téhéran. Les Iraniens ont donc décidé de viser ces sites d'hydrocarbures au Qatar, notamment, où important, le plus grand centre gazier au monde a été pris pour cible. Et donc, cette envolée des prix de l'énergie provoquée par la guerre pousse les Européens aujourd'hui à s'asseoir autour de la table et à trouver la parade, parce qu'il y a des répercussions directes, très concrètes aujourd'hui pour les consommateurs européens. On voit quelques images avec Noémie Roche et on en reparle juste après. Donald Trump attendait d'eux qu'ils viennent à la rescousse des États-Unis pour débloquer le détroit d'Ormuz, où transite 20% du pétrole mondial. À leur arrivée à Bruxelles, plusieurs dirigeants européens ont de nouveau écarté un tel scénario. Ce n'est pas une guerre à laquelle nous participons et la situation est encore trop instable pour lancer une mission dans le détroit d'Ormuz. Nous devons donc nous concentrer pour l'instant sur la désescalade du conflit et ensuite sur les mesures supplémentaires que l'Europe peut prendre. Il faut absolument réussir à stopper cette situation, à ce qu'on retourne vers un moment de discussion, de négociation, et à ce qu'ensuite, dans un cadre approprié, international, non conflictuel, on puisse progressivement permettre au transport maritime de refonctionner par le détroit d'Ormuz pour permettre au pétrole, au gaz, mais aussi aux engrais de recirculer. Un problème qui affecte beaucoup les Européens, encore très dépendants aux importations énergétiques et donc très exposés à la hausse des prix entraînée par la fermeture du détroit. Depuis le début de la guerre déclenchée le 28 février par les bombardements israélo-américains, les prix du gaz et du pétrole s'envolent sous l'effet des dernières escalades des tensions au Moyen-Orient. Comment faire alors pour compenser la flambée des prix des combustibles fossiles qui affectent ménages et entreprises ? Alors que certains dispositifs d'urgence pourraient être mis en place, certains plaident pour accélérer la décarbonation de l'industrie, mise à mal ces derniers mois au sein de l'Europe. Le conflit actuel en Iran démontre une fois de plus que le meilleur moyen d'assurer un approvisionnement énergétique prévisible et fiable est d'accroître la production nationale d'énergie. En attendant, la présidente de la Commission européenne a présenté lundi une liste d'options d'urgence qui doit être étudiée ce jeudi. Modification du système d'échange de quotas d'émissions entre les pays, réduction des taxes nationales ou encore augmentation des aides d'État en faveur des industries en difficulté sont notamment envisagées.
Mais aucune de ces mesures ne devrait permettre de réduire suffisamment les prix de l'énergie tant que le détroit d'Ormuz restera fermé. Vous me disiez il y a quelques instants, le premier sujet pour les Européens aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Moi, je vous repose la question, est-ce que cette crise énergétique passe pas au premier plan là aujourd'hui? Est-ce que les Européens ne sont pas contraints de se saisir de ce dossier avant toute chose? Alors, c'est vrai que dans l'immédiat et dans la répercussion sur la vie quotidienne des Européens, bien sûr, le prix de l'énergie est tout à fait central. Bien sûr, ça c'est tout à fait normal. Les gens le subissent directement par la hausse des prix, par l'inquiétude évidemment sur l'avenir si les prix devaient augmenter longtemps. Ça n'empêche qu'évidemment, là, quand je disais la guerre décisive, c'est bien sûr celle de la Russie contre l'Ukraine, c'est celle que nous devons gagner contre la Russie avec nos amis ukrainiens. C'est parce que ce sont les conséquences de long terme, là, pour le devenir, la liberté et la sécurité de l'Europe. Maintenant, sur les questions effectivement énergétiques, ça a été évoqué, il y a deux choses quand même à dire. Premièrement, c'est que vous avez des instruments aux mains des Européens qui peuvent être utilisés. On a déjà commencé, pas uniquement en Europe par exemple, sur le pétrole, à débloquer ce qu'on appelle les stocks stratégiques qui sont extrêmement importants aussi bien en Europe qu'aux États-Unis et dans plusieurs pays de l'Asie. Maintenant, vous pouvez faire à peu près la même chose sur le gaz. Donc, il y a des solutions. Dans un contexte, quand même, il faut le rappeler, où la tendance baissière des prix aussi bien du gaz que du pétrole, ce qui n'est pas très bon pour la décarbonation de l'économie par ailleurs, mais enfin, c'est un autre sujet. Les compagnies aériennes européennes diminue. demandent à repousser l'étape de leur décarbonation, là, aujourd'hui, justement. Oui, voilà, et ça, c'est un autre problème, parce qu'effectivement, il y a des mécontentements, voilà, mais qui sont liés d'une autre nature. Mais je veux dire, la tendance lourde, si on veut être vraiment stratégiquement indépendant, ce qu'a rappelé Anthony On voit la Costa, priorité. c'est quand même là aussi, quand même, d'aller dans cette voie-là, c'est-à-dire à plus de nucléaire nécessairement, et plus globalement de décarbonation de l'économie par des énergies renouvelables. Ça, nous n'y échapperons pas. Et encore une fois, ça, c'est quand même une mesure de précaution de long terme. Maintenant, sur le court terme, il est évident que ce n'est pas ça qui va améliorer les choses. Vous parlez du déblocage des stocks stratégiques, cette décision qui a quand même mis un certain temps à être prise. On les sentait très fébriles, les États, au moment de se prononcer. Est-ce que ça peut tenir, ça, sur le long terme? Alors, je pense qu'effectivement... C'est pas un pansement, ça voilà, c'est-à-dire que là, c'est pour l'instant, encore une fois, il faut faire la distinction entre les mesures immédiates, bien sûr, qu'il faut prendre, et puis... Ça en fait partie, on est d'accord. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Et sur le long terme, c'est autre chose, parce qu'il y a un certain moment, d'ailleurs, il y a des règlements européens qui sont très précis là-dessus, où il va falloir reconstituer, bien sûr, les stocks, qui sont les stocks de précaution, notamment avant l'hiver. Sauf que, est-ce qu'on arrive à se placer face à une guerre qui va durer longtemps? Trump, notamment, ne cesse de dire « c'est bientôt terminé, ça va s'arrêter très vite ». On voit dans les faits que c'est pas vraiment la tournure que ça prend là. C'est assez paradoxal avec ce conflit. Si on essaye de regarder, je dirais, l'image de manière un peu synthétique, c'est que d'un côté, si l'on souhaite évidemment, notamment les Américains, les Israéliens, réussir à faire ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire par exemple empêcher l'Iran de reprendre son programme d'enrichissement de l'uranium, complètement détruire la possibilité pour l'Iran de fabriquer de nouveaux missiles balistiques, empêcher l'Iran de financer et d'aider les groupes qui lui sont liés, que ce soit le Hezbollah, que ce soit les groupes chiites en Irak, que ce soit d'autres groupes, les Houthis, etc. Ça, c'est une guerre de long terme, parce qu'on n'y arrivera pas de manière rapide. On le sait très bien, par exemple, sur les questions de l'uranium enrichi et des 450 kilos environ d'uranium qu'ils ont enrichi, on ne sait pas exactement où il se trouve. S'il n'y a pas de commando au sol à un certain moment, on ne pourra pas y parvenir. Donc ça, c'est du long terme. Et d'un autre côté, plus la guerre dure, plus les conséquences stratégiques sont quand même considérables, pas seulement d'ailleurs sur l'énergie, mais aussi sur la sécurité globale de cette zone et sur l'économie bien au-delà, je dirais, du pétrole. Par exemple, les Émirats abritent un des principaux centres de données mondiaux qui font tourner les modèles IA, par exemple. Mais vous avez aussi une reconversion de ces économies vers d'autres choses. Vous avez la question du tourisme. Donc, les conséquences en chaîne sont considérables. Et quand vous disiez effectivement que les Européens étaient particulièrement affectés, la réalité, en fait, ce sont les pays asiatiques qui sont d'ailleurs les plus affectés. Mais les répercussions, si vous voulez, par ce biais d'une diminution de la croissance d'un certain nombre de pays d'Asie, qui manqueraient évidemment de capacité de développement, qui seraient bloqués dans leurs exportations, etc. Ça a des conséquences après pour les pays européens, notamment. Alors, je crois qu'il y a ce premier volet qui me paraît essentiel. Le deuxième volet, qui est quand même très frappant, je dirais, depuis le début de cette guerre, c'est que rien de tout ceci n'avait été apparemment anticipé par l'administration. Vous y croyez vraiment à ça, vous ?
Ah, j'y crois vraiment. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui me paraissent certaines. D'ailleurs, Trump, c'est marrant. La compétence de Trump, donc, vous la privilégiez, vous, aujourd'hui. Hein. Pardon ? Vous privilégiez l'hypothèse, la théorie de l'incompétence de Trump. L'incompétence. En tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui est très dysfonctionnel dans l'administration américaine. Vous savez, vous aviez un organe, vous avez toujours d'ailleurs, en théorie, un organe qui prépare les décisions, qui s'appelle le National Security Council, le Conseil national de sécurité, où se réunissent non seulement les administrations concernées, la défense, le renseignement, affaires étrangères, économie, mais aussi un certain nombre d'experts qui sont là pour anticiper. Mais quand vous avez un président et une administration très monolithique, très idéologisée, qui en fait vise à supprimer, même en interne, toute capacité de débat, il y a un certain nombre d'hypothèses nécessaires, comme par exemple le fait que l'Iran pouvait répliquer sur les pays du Moyen-Orient, enfin les pays du Golfe notamment, comme on l'a vu, sur le fait qu'ils avaient quand même des capacités nettement supérieures à ce qui était attendu, qu'ils se préparaient à cette guerre depuis 20 ans, qu'il y avait tout le dispositif qu'on appelle le dispositif militaire en mosaïque du côté iranien, qui fait que lorsque vous avez quelques dirigeants, et ça continue, qui sont tués, malgré tout, vous en avez d'autres pour les remplacer parce que c'est un système décentralisé. Tout ceci, apparemment, n'était pas dans les calculs de Trump. Vous dites encore quand même apparemment, parce que c'est vrai qu'on en doute quand même beaucoup. Par exemple, le scénario du blocage de la paralysie du détroit d'Ormuz, ça fait des années qu'on l'annonce. Oui, mais par exemple, si vous prenez la guerre de 12 jours de juin 2025, c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu. Et donc, apparemment, tout ceci n'était pas dans les plans. Et puis, le fait, par exemple, que les Iraniens utilisent beaucoup les drones, pourtant on les connaît, on l'a vu évidemment sur les champs de bataille en Ukraine, et que ces drones peuvent infliger des dommages majeurs, non seulement à des cibles dans les pays du Golfe, mais aussi éventuellement aux nazirs qui pourraient s'aventurer dans le détroit d'Ormuz. Tout ceci, apparemment, était complètement inattendu, au point que les Ukrainiens, vous l'avez vu, sont appelés à la rescousse. Parce que c'est le pont qu'on peut faire entre l'Ukraine et le Moyen-Orient. Effectivement, 70 experts ukrainiens qui sont venus prêter main forte sur la question des drones. Voilà. Ça paraît complètement c'est extraordinaire. Et même Netanyahou, qui n'avait pas franchement aidé l'Ukraine, il faut le reconnaître, pendant cette guerre, il y a quand même un vieux tropisme pro-russe de Netanyahou, tout à coup appelle Zelensky pour dire, voilà, est-ce que vous pouvez nous aider, les pays du Golfe aussi, et même les Américains, puis après ils disent non, on refuse, parce que là c'était trop humiliant pour eux, de voir que l'Ukraine est le pays en pointe dans le monde. Oui. Pour tout ce qui est la capacité de contrer et d'intercepter les drones. Bon, l'Ukraine qui tire avantage donc de cette guerre qui continue, malgré tout, qui est entrée dans cette 5e année. C'était le dossier central de ce sommet européen, ça va le rester évidemment. On a assisté à une passe d'armes, mais qui était prévisible ce matin avec Viktor Orban, qui reste inflexible sur la question du prêt, d'un nouveau prêt aux Ukrainiens, 90 milliards d'euros. Il refuse le chèque. On va écouter tout de suite la correspondance de Pierre Benazet avec qui nous étions tout à l'heure pour résumer cette matinée. Et puis on y revient juste après. Écoutez-le. Ce chèque de 90 milliards d'euros que pourtant il avait approuvé lors du dernier sommet en décembre, 90 milliards d'euros auxquels ni la Hongrie, ni la République tchèque, ni la Slovaquie ne sont censés participer. Il avait donné sa parole et maintenant il revient dessus et c'est ça que les Européens ont beaucoup de mal à encaisser. Ce n'est pas l'esprit de la coopération qui est normalement de mise au sein du Conseil européen. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement, quasi tous, l'ont répété ce matin, ainsi que la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, et le président du Conseil européen, Antonio Costa. Le Premier ministre hongrois a donné sa parole. Il doit donc donner son aval pour ce chèque de 90 milliards d'euros. Mais pour l'instant, c'est le blocage. On sait qu'il y a peut-être, certains le disent, un peu plus de marge pour l'Ukraine. Ce ne serait pas à la mi-avril, mais plutôt en mai que l'Ukraine aurait désormais besoin de manière urgente de cet argent, car elle a obtenu du FMI un prêt de 7 milliards d'euros environ, ce qui lui donne un peu de délai pour souffler. Malgré tout, les Européens vont essayer de convaincre Viktor Orban de se rasseoir à la table et de donner son feu vert comme il l'avait déjà fait il y a 3 mois. Il faut dire qu'ils continuent, ces Européens, à essayer de trouver des arguments. Par exemple, ils ont un peu tordu le bras à Volodymyr Zelensky en lui imposant une mission d'inspection de l'oléoduc Druzhba qui est au cœur de la contestation actuelle. La Slovaquie et surtout l'Ukraine réclament que cet oléoduc soit
soit réparé, que le pétrole à bas coût puisse revenir dans les oléoducs vers l'Ukraine, vers la Hongrie et vers la Slovaquie. De son côté, la Croatie l'a encore répété ce matin, elle dispose de l'oléoduc Adria qui vient qui vient de la mer Adriatique et qui va vers la Hongrie et qui pourrait satisfaire à ses besoins hongrois et slovaques. Mais évidemment, ce pétrole-là ne viendrait pas de Russie, il serait donc plus cher. La Hongrie continue son bras de fer. On espère une solution, peut-être aujourd'hui, mais pour l'instant, rien n'est certain ici. Colère noire des Européens, vous le comprenez aujourd'hui ? Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, on sait très bien que Orban est depuis longtemps du côté de la Russie, et il l'est de plus en plus. On sait même, il y a eu des enquêtes là-dessus, que des unités des services de renseignement militaire russes aident Orban aujourd'hui à essayer d'interférer dans les élections qui ont lieu en avril en Hongrie, alors même que l'opposant d'Orban, Peter Magyar, semble aujourd'hui, d'après les sondages à peu près unanimes sur le sujet, semble normalement devoir l'emporter et n'aura pas évidemment la même position qu'Orban. Donc, il utilise l'Ukraine comme une arme dans sa campagne électorale ? Ah oui, il l'utilise. D'ailleurs, on a vraiment même dans les affiches, c'est très frappant de voir en Hongrie, vous avez des affiches électorales où voilà, l'Ukraine n'est pas, nous n'avons pas à défendre l'Ukraine, la Hongrie d'abord, Hungary first, pourrait-on dire, et nous n'allons pas céder aux Européens là-dessus. Donc il renforce encore, si vous voulez, ce bras de fer. Alors l'Europe a essayé effectivement, avec cette histoire qui a été évoquée de l'éléoduc, de donner des arguments à Orban, de se montrer gentil, mais ça ne marche pas avec des gens comme Orban. Il y a un accord de conclu avec les homologues européens pour réparer l'éléoduc. Oui, alors en plus c'est tout à fait absurde parce qu'on sait très bien que cet éléoduc a été visé par les Russes, pas par les Ukrainiens. Donc, enfin, je veux dire, c'est quelque chose même de... C'est absurde. Je pense d'ailleurs que les Européens n'auraient absolument pas dû... C'était une erreur, ça. C'était une erreur, à mon sens. Ils n'auraient pas dû, parce que, encore une fois, la faute, c'est celle des Russes. C'est pas aux Ukrainiens de réparer cet oléoduc. Je veux dire, on est vraiment dans l'absurdité. Et alors même, encore une fois, qu'il est essentiel pour les Européens de se passer, il y a d'ailleurs des résolutions en ce sens, de manière définitive, cette fois-ci, du pétrole et du gaz russe. Du gaz russe en précieux, c'est prévu en 2027, notamment du LNG qui malheureusement va encore vers la France, il ne faut pas l'oublier d'ailleurs. Parlons du prêt, 90 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Les Ukrainiens en ont réellement besoin aujourd'hui. Ah ben, ils en ont réellement besoin. Alors effectivement, on peut discuter, ça a été très bien dit, je dirais tout à l'heure, on peut discuter sur la date exactement, effectivement, ce prêt du FMI. Sur le calendrier, oui. Voilà, mais ce n'est pas du tout une solution à long terme. Ils en ont absolument besoin, tout simplement pour faire tourner l'économie, pour payer les fonctionnaires, pour payer les soldats, pour... les armes aux Américains. Et voilà, aussi des armes. Alors ça, il y a un autre programme, hein. Il y a le programme SAFE, effectivement, qui va permettre, effectivement, de financer des armes. Après, effectivement, il y a beaucoup de discussions. Est-ce que c'est uniquement des armes européennes ou est-ce qu'il peut y avoir des armes américaines? L'essentiel pour aujourd'hui, pour l'Ukraine, c'est la capacité à se défendre aujourd'hui, d'une certaine manière. Pour paraphraser ce que disait Mao, peu importe que le chat soit noir ou blanc, du moins qu'il attrape les souris, donc peu importe d'où viennent les armes, d'une certaine manière. Mais cela dit, on s'aperçoit aussi qu'il y a un vrai sujet avec la guerre du Golfe, c'est qu'un certain nombre d'armes décisives fournies, ou plutôt achetées aux Américains jadis, notamment les missiles pour les batteries patriotes, donc de défense anti-aérienne, ne sont plus disponibles. Ils ont été utilisés. En 3 jours, il y a plus eu de tirs de missiles de ces batteries patriotes au Moyen-Orient qu'il y en a eu pendant 4 ans de guerre en Ukraine. Ce que vous êtes en train de dire, Nicolas Tenzer, et c'est très intéressant, on le dit rarement, cette guerre au Moyen-Orient, elle est en train d'affaiblir la guerre côté ukrainien ? Elle est en train de l'affaiblir. Heureusement que les Ukrainiens, quand même, et d'ailleurs ils s'y préparent depuis longtemps, tous me l'ont dit chaque fois que je retourne en Ukraine, se préparent à conquérir une forme d'autonomie stratégique. Ils ont produit l'année dernière 4 millions de drones eux-mêmes. Cette année, ils ont en produire 7 millions. Ils ont lancé des programmes de missiles. On devrait avoir, il y a un peu de retard, les Flamingo, vous avez des missiles à longue portée fabriqués par les Ukrainiens avec des composants ukrainiens qui vont pouvoir atteindre bientôt des cibles russes. On s'aperçoit d'ailleurs que l'armée russe ne progresse plus. Au contraire, elle recule même depuis le début de l'année. Qu'aujourd'hui, la Russie est aussi à la peine en termes de recrutement, en termes de force à déployer sur le terrain. Alors, ils ont toujours la capacité, malheureusement, de cibler, comme ils le font depuis le début, les civils ukrainiens, les écoles, les hôpitaux, les bâtiments d'habitation, etc. Mais en termes de guerre, ils n'avancent plus. Mais je dirais, c'est pas aux Européens, c'est pas aux Américains qu'on le doit. On a beaucoup commenté hier avec un invité qui était assis à votre même place cette guerre en Ukraine vue de Russie. C'est vrai qu'on leur donne rarement la parole aux Russes et pour cause, ils ne s'expriment pas librement et c'est très difficile de les joindre. Nous n'avons plus de correspondants, notamment là-bas. Côté ukrainien,
On a beaucoup dit ces derniers mois, si l'Ukraine passe l'hiver, si elle résiste cet hiver, elle sera en position de force après. Le printemps est à portée de main. Est-ce qu'il y a de beaux jours qui s'offrent aux Ukrainiens? Est-ce qu'on peut envisager une suite un peu plus favorable à Kiev? Alors, je pense qu'il y a une capacité, effectivement, pour les Ukrainiens aujourd'hui de mieux résister. Ils le font. Ils ont passé l'hiver, comme vous l'avez dit. Ce qui n'était pas une mince affaire. Maintenant, encore une fois, quelles sont les limites? C'est-à-dire que je pense qu'ils ont vraiment la capacité de résister. Vous savez, si la Russie devait progresser encore pour conquérir le Donbass, ça prendrait encore au moins 2 ans. Et encore une fois, c'est même pas sûr qu'ils en aient aujourd'hui les moyens. En revanche, ce que les Ukrainiens aujourd'hui, faute d'armes en nombre et d'armes adéquates en nombre, ne peuvent pas faire, c'est reconquérir l'ensemble des territoires perdus. Et ça, c'est une vraie difficulté parce qu'il n'est pas question de laisser ces territoires aux mains de la Russie. Encore, il y a un grand plan là qui a été dévoilé par la Russie il y a 3 jours, qui envisage un pan de repeuplement des zones aujourd'hui occupées par la Russie par des Russes. Ce qui équivaut à un génocide, puisqu'il y a un nettoyage ethnique derrière, qui a d'ailleurs commencé concrètement en Crimée déjà en 2024 et dans une partie, en 2014, pardon, et dans une partie, voilà. Donc ça, on ne peut pas laisser faire. On ne peut pas laisser également les Russes enrôler, comme ils commencent aussi à le faire, les jeunes Ukrainiens de ces territoires. Il y en a 1,6 million qui peuvent être enrôlés demain dans l'armée russe, enfin demain ou après-demain, enfin dans les années qui viennent, ça dépend de l'âge des enfants ou des jeunes Ukrainiens, dans l'armée russe. Et donc ça, on ne peut pas l'accepter. Et donc je pense que là, vraiment, les Européens sont attendus pour nous dire, au président Zelensky, même si vous avez des fortes pressions américaines pour céder et conclure une sorte de pseudo ou de mauvais accord en tout cas, eh bien, ne cédez pas. Est-ce qu'elle porte encore la voix des Européens dans ce conflit? Je sais que vous êtes évidemment très optimiste et vous portez la voix des Européens sur tous les plateaux. Nicolas Tenzer, vous y croyez, vous, en cette force européenne? Mais on a vu ces négociations entamées par les Américains, des discussions entre Ukrainiens, Américains, avec une partie russe aussi. On n'en parle plus du tout, là. On n'en parle plus parce qu'évidemment, la guerre en Iran a éclipsé tout cela. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'elle n'existe plus? La guerre existe, les négociations ont été retardées, elles ont été... Mais de toute manière, encore une fois, moi je n'attends absolument rien de ces discussions et de ces négociations. Et puis on s'aperçoit que Trump est complètement erratique. De toute manière, il est du côté de la Russie. Ses émissaires, Steve Witkoff et Jared Kushner, son gendre, sont également complètement du côté de Moscou. Donc le vrai sujet aujourd'hui, c'est comment les Européens vont enfoncer un coin. Ils l'ont fait d'une certaine manière le 6 janvier avec la coalition des volontaires. Je ne suis pas très optimiste sur cette coalition, donc je pense qu'elle ne verra jamais le jour pour des tas de raisons. Mais avec le Royaume-Uni, en même notamment. temps, ça réintroduit les Européens dans la machine, si vous voulez. Les Européens qui ont été quand même assez fermes ces derniers jours avec Donald Trump quand il a appelé à l'aide les pays membres de l'OTAN pour intervenir au niveau du détroit d'Ormuz. J'aimerais votre réaction. Le non catégorique des Européens qui ont quand même, on a senti une hésitation, ils ont pris le temps de répondre, mais ça a été non catégorique après. Vous étiez fier ou pas? Je pense que c'est la bonne réponse parce que bon, il y a quand même plusieurs choses. D'abord, je dirais, il ne faut pas oublier que qui a déclenché la guerre? On peut avoir le jugement qu'on veut sur cette guerre, mais ce sont les Américains. Ils l'ont fait sans aucune consultation des autres pays de l'OTAN, ni d'un certain nombre d'autres pays que Trump a appelé à l'aide, puisqu'il y a aussi l'Australie, le Japon, la Corée du Sud. Mais qui sont moins liés, en tout cas, qui sont peut-être moins dépendants en termes d'alliance, notamment sur le front ukrainien, parce que c'est ça qu'il a fait, Trump. Oui. Il a usé de la menace en disant, en laissant penser qu'il pouvait faire exploser l'OTAN et lâcher totalement les Européens sur le front ukrainien. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Vous savez, déjà dans son premier mandat, il avait dit que l'OTAN était obsolète. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand il parle de l'OTAN, c'est frappant dans sa manière de parler, il dit « il » au pluriel. ILS. Donc, comme si ce sont les autres, comme si les États-Unis n'étaient pas membres de l'OTAN. Donc, c'est quand même déjà une distance. Et puis, encore une fois, il n'y a aucune raison. Autant les États-Unis, le 11 septembre, étaient directement attaqués. C'est la seule fois dans l'histoire de l'OTAN qu'il a été fait usage de l'article 5 sur la défense collective, autant là, les États-Unis ne sont pas attaqués. C'est en dehors d'ailleurs de la zone d'intervention. Donc vous êtes fiers des Européens et de leurs réponses, pour le coup, qui n'ont pas toujours été à la hauteur en termes de pression face aux Américains. Oui, et là, je pense que là, ils résistent bien, et je pense effectivement. Et puis, je veux dire, on ne va pas s'engager directement dans une guerre. Je pense qu'Emmanuel Macron a été parfaitement juste et clair là-dessus, enfin, comme d'ailleurs ses collègues. Il n'y a pas de raison. Les Allemands, les Britanniques on va pas aussi. essayer, on va pas envoyer des gens pour être attaqués dans le détroit d'Ormuz aujourd'hui, tant qu'il y a une guerre chaude et dure qui est aujourd'hui en cours. C'est absolument impensable.
encore une fois. Et encore une fois, on ne peut même pas attendre, on le sait très bien, de reconnaissance, entre guillemets, de Trump. Si encore Trump disait, bon, vous allez nous aider, mais après, bien sûr, on va, avec vous, aider massivement l'Ukraine, on va leur donner à vendre des armes. Ok, on aurait pu discuter, mais là, il n'y a même pas de discussion. Trump dit c'est comme ça, et puis de toute manière, si vous n'êtes pas content, je vous lâche, je vous abandonne. Enfin, c'est pas comme ça qu'on discute sur le plan international. Merci beaucoup Nicolas Tenzer, merci d'avoir été l'invité de l'Info du jour, c'est déjà la fin. Merci de nous suivre, restez évidemment avec nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite. Ce sera le journal de Paris Direct. À très vite.